Merci à tous d'être venus ce matin, dans cette table ronde petit déjeuner qu'on a souhaité vraiment tourner autour des expériences personnelles des panélistes. Et donc, on a voulu, comme vous l'avez remarqué, on a une petite salle, on a voulu faire quelque chose d'assez intime, entre guillemets, et, pour justement favoriser ce partage d'expériences. Alors, quelques remarques préliminaires. Première chose, Martin, je crois que tu as une contrainte. Tu dois partir à 10h15. Ta grande maison depuis hier un nouveau CEO que la France connaît bien, Chris Gerbarer. Et donc, je pense que les agendas se sont bousculés. Et donc, ça c'est certainement une des raisons pour lesquelles tu dois nous quitter. La deuxième chose, c'est que Thomas n'a pas pu avoir sa correspondance. Il rentrait de Los Angeles, n'a pas pu avoir sa correspondance et son avion a eu du retard. Donc, il a demandé à Hubert, donc, qui est numéro 2 d'Okin, de le remplacer au pied levé. Et on remercie vraiment Hubert de ta participation ce matin, en l'absence de Thomas. Et puis, on m'a dit aussi, on espère puisqu'on parle de partage d'expérience, qu'il y aura des questions qui viendront de la salle, donc de donner un peu un rythme, une dynamique à notre échange, de telle sorte à ce que vous puissiez poser des questions et qu'il y ait cette échange, parce que si c'est pour simplement écouter, je pense que le but ne sera pas atteint. Donc, pour planter un peu le décor et pour répéter des vérités premières, mais bon, moi qui vis le monde de la santé depuis, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, depuis fort longtemps en tant qu'avocat de M&A. Ce monde, il vit une révolution depuis quelques années, une révolution vraiment très forte. Et du fait de cet apport technologique, et je parlais du moment où j'ai débuté dans la santé, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs, et on a vu un afflux d'ingénieurs ces dernières années arriver sur la planète santé, et pour le mieux, et donc cette révolution va en s'accélérant. Il suffit, et la France n'est pas en reste d'ailleurs, il suffit de voir le nombre de start-up françaises dans la santé digitale pour se dire que la France a une place de choix. Et en fait, ce qu'apporte la digitalisation, ce qu'apporte l'intelligence artificielle, c'est des technologies de rupture inespérées qui sont efficaces, peu coûteuses, enfin moins onéreuses que ce qui existait, qui viennent pallier, vous le savez tous, à des déficiences des systèmes de santé qui sont fatigués, parfois à bout de souffle. Et donc, nos amis ingénieurs, alors on verra que c'est un mélange à la fois d'ingénieurs et de médecins qui travaillent ensemble, mais arrivent avec ces technologies de rupture et qui viennent un peu comme une lame de fond rebattre totalement les cartes. Si on prend juste l'exemple du parcours de soins, on voit que le patient doit devenir autonome, on voit que le médecin ne parle plus que de médecine préventive, prédictive, personnalisée, de partage. Et quand on regarde cette révolution, les startups ont été vraiment celles qui ont lancé cette révolution parce qu'elles sont très agiles. On peut faire un comparatif avec les biotech aussi. Elles sont agiles. Alors là, tu t'exprimeras tout à l'heure, représentant de Big Pharma, mais elles sont agiles. Elles sont moins réticentes aux risques. Et les risques, lorsqu'on bouscule un secteur comme celui de la santé qui a ses lourdeurs, il faut être un peu culotté au départ. Mais les Big Pharma ne sont pas en reste et ont pris le virage aussi, investi depuis un certain nombre d'années massivement pour rattraper et raccrocher leur wagon. Donc, plutôt que de faire une présentation des uns des autres, je voulais vous poser des questions individuellement, puis on lancera le débat comme ça. Alors, je vais commencer au hasard par Martin. Martin, non, mais c'est vrai, quand on regarde ton parcours, bon, même si tu as de l'appétence pour la technologie depuis le départ dans ta vie, tu as quand même un parcours classique dans la pharma, mais un jour, tu as pris ce virage de la digitalisation. Alors, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as pris ce virage. Et puis, tu travailles dans une entreprise Biogène qui a quand même été assez précurseur dans le domaine. On voit que certains annoncent aujourd'hui la création de business unit digital. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce virage et puis de ce que vous faites chez Biogène, pourquoi vous êtes précurseur? Oui, avec plaisir. Donc, je fais partie de l'afflux dont tu parlais, d'ingénieurs dans la pharma, passionnés par la santé depuis longtemps. Je passais la meilleure partie de 20 ans à l'intersection entre stratégie commerciale, business, ce qu'on appelle l'omnicanal aussi,
le digital. Le digital dans la pharma, pendant très longtemps, ça a été comment mieux communiquer avec les médecins et les patients via les nouveaux canaux, quote unquote, et se transforme maintenant de plus en plus sur la transformation interne, recherche et développement, le parcours de soins aussi, et puis l'innovation au sens large. J'ai passé quelques années en start-up aussi de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, ce qui est une façon de s'ouvrir les yeux sur comment trouver un langage commun. Et par rapport à Biogène, Biogène est un des leaders des biotechnologies. C'est une boîte qui fait à peu près 10 milliards de chiffre d'affaires, une quarantaine d'années, mais qui reste à taille. On n'aime pas s'appeler Big Pharma, donc voilà, j'ai un premier zona, mais non, on est une biotech basée à Boston, mais qui a une quarantaine d'années, donc qui est plutôt bien établie, évidemment, spécialisée dans la neurologie. Et donc, on a fait le choix, il y a environ 1 an et demi, d'accélérer, d'intégrer et d'élever dans une unité digitale tout ce qu'on faisait dans différents points de l'entreprise, d'un point de vue à la fois partenariat avec les startups, investissement, mais aussi construction de capacités internes. On a un staff assez important à Boston, Zurich et Paris qui vont de chercheurs biostatistiques jusqu'aux UX designers, ingénieurs, etc. Et qui servent un peu de conduit de ces partenariats avec le monde extérieur pour différentes choses dont on parlera tout à l'heure aussi. Et merci à Alain et merci aux organisateurs. Je pense que c'est assez rare d'avoir autant de gens brillants au mètre carré, donc bravo. Alors, excuse-moi, effectivement, Biogène, une biotech et pas une big pharma, mais je dirais que tu représentes le monde des big pharma. J'ai travaillé en big pharma aussi longtemps. Quand même, un petit peu quand même. Donc, Franck, donc toi, tu es, alors tu viens au départ du monde de la tech, puisque tu as connu une grosse success story en cofondant Criteo, dont on a énormément parlé. Et tu as quitté le monde de la tech pour rejoindre le monde de la santé. Tu peux nous expliquer pourquoi? C'est pour donner un sens à ta vie? Je ne dirais pas que j'ai quitté le monde de la tech. Non, effectivement, donc, moi, je suis ingénieur, donc même background. Et j'ai toujours adoré l'algorithmique, les maths, etc. Et donc, rapidement, j'ai voulu monter ma startup quand ce n'était pas encore à la mode. On traitait de fou à l'époque, c'était en 2004. Et voilà, et donc l'aventure Crypto a super bien marché, même si c'était bizarre. En fait, les gens retiennent toujours la fin, mais pendant 4 ans, on a fait 0 chiffre d'affaires. C'était compliqué. C'est une bonne leçon pour les jeunes. J'ai un témoin dans la pièce. Okay. Et effectivement, donc on a quand même plusieurs fois, et puis voilà, après on pivote, c'est un peu la chance aussi. Et donc voilà, donc on a fini par évidemment connaître le succès que vous connaissez peut-être, donc coté au Nasdaq en 2013. Et donc moi j'ai quitté 10 ans au moment où j'avais l'impression que mon bébé était devenu adolescent et il pouvait vivre sans ses parents. Et que voilà, et donc pour la première fois, quand on est une boîte, en fait, on gère les crises en permanence à gauche et à droite, c'est compliqué, gérer la croissance. Et pour la première fois, j'avais le sentiment que voilà, Criteo pouvait vivre sans moi. Du coup, j'avais envie d'un nouveau challenge. Enfin, j'aime bien un peu les moments premiers où on ne sait pas encore justement où on va, et c'est assez excitant. Et j'avais envie, du coup, effectivement, plus de sens, quoi. Et j'étais aussi frustré de voir que il y a tellement d'énergie et d'ingénieurs qui sont déployés à des fins autres que des choses plus importantes comme la santé. Et dans la santé, avec mon œil extérieur à l'époque, je ne voyais pas grand-chose. Et du coup, j'étais curieux de comprendre un petit peu de l'intérieur comment ça se passe. Voilà pourquoi avoir fait ce pont entre la tech pure, voilà, et puis D'accord. Donc alors bon, j'avais une question pour Thomas, mais bon, tu peux y répondre sans difficulté. Alors, alors en tant que cofondateur, parce que je crois qu'ils sont 2 cofondateurs de Dockin, Thomas, alors c'est l'exemple parfait du mélange entre la médecine, la recherche et l'informatique. Bon, il y avait récemment un article dans Le Monde qui expliquait bien un peu son parcours. Moi, ce que j'aimerais et toi, tu rentres de Californie, et tu fais partie de ceux qui le retour au pays, ça fait plaisir. Parce qu'on a besoin aussi de vous. Hein. Tout ne se passe pas aux États-Unis, beaucoup de choses se passent aux États-Unis, mais c'est pas mal, ça se passe en France. Est-ce que tu peux, bon, alors votre marque de fabrique, c'est quand même le mariage de l'intelligence artificielle et de la médecine. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je sais qu'il y a une longue phase de maturation, pré-création Dockin et post. J'ai écouté quelques
quelques-unes de tes interventions sur des forums e-santé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette maturation est venue et rappeler un peu ce qu'Hawking, pour ceux qui ne le savent pas, fait autour de ce mariage entre médecine et intelligence artificielle? Oui, bien sûr. L'intelligence artificielle, c'est vraiment dans l'ADN de la boîte, dans la mesure où la rencontre des deux fondateurs s'est faite vraiment sur ce thème-là. Thomas, qui était hématologue, était parti aux États-Unis à Cornell faire de la recherche, sur des analyses en données génomiques. Et la rencontre avec Gilles Van Riet, qui lui était vraiment professeur de machine learning à l'ENS. Et donc, ils se sont beaucoup rencontrés avant de créer la boîte. Et dès le départ, le but, c'était de changer la façon de faire de la recherche. À la fois pour aider du côté parcours de soins cliniques et à la fois pour aider développement, recherche et découverte de traitements. Et donc, la maturation après, c'était aussi, en fait, d'abord, ça a commencé par travailler avec les centres, les hôpitaux, les centres de lutte contre le cancer, pour les aider à mettre en place, utiliser l'intelligence artificielle pour les aider à faire de la recherche clinique. Et là, on a toujours eu un modèle où on travaillait de façon gratuite avec les centres, ce qui fait qu'en fait, ça a aussi, c'est aussi pour ça que ça met du temps à maturer après la création de la boîte. Pour faire un petit peu une analogie avec Franck, alors il n'y a pas du tout de Nasdaq, mais ça se passe plutôt bien pour Hawking aujourd'hui avec la stratégie qu'ils font de Hawking Unicorn, mais pendant à peu près 5 ans, pas vraiment eu de business model. Et donc ça, c'est notamment parce que la boîte s'est vraiment concentrée sur comment apporter de la valeur d'abord aux hôpitaux pour améliorer la recherche. Et le reste est venu un peu à l'expérimentation, quels sont les contrats qu'on a pu faire qui ont le plus marché, et ensuite de se reconcentrer là-dessus. Et alors aujourd'hui, du coup, on a une vision qui est un petit peu différente. Enfin, la vision est la même, mais la participation à l'écosystème est différente, dans la mesure où on a assumé cette ambition d'allier le meilleur de l'intelligence artificielle avec les avancées en biologie cellulaire et moléculaire pour vraiment aller vers la découverte et le développement de traitements, en commençant dans l'oncologie, mais dans d'autres pathologies aussi. Ok, je te remercie. Donc, on va parler de Yann. Yann qui a fondé très jeune Cardiologues, qui est une des pépites françaises de la santé digitale, qu'il a développé très jeune et qu'il a cédé très jeune. Il fait tout très jeune avec l'aide de ses investisseurs dont un est dans la salle. Pourquoi tu t'es arrêté en si bon chemin, Yann? Pourquoi on s'est arrêté en si bon chemin? Alors peut-être déjà pour commencer, ça que comme tous mes camarades, pendant 4 ans, on a fait 0 € de chiffre d'affaires, donc il faut croire qu'il y a un pattern. Mais écoute, l'année dernière, tout simplement, donc effectivement, Cardiologues est toujours un post-acquisition sur une trajectoire de croissance commerciale top, quoi. Je veux dire, un peu rêvé pour une start-up, puisque on avait grossi de 1 à 10 millions d'ARR en 18 mois. Et cette année, on devrait atterrir entre 15 et 20 millions d'ARR. Ça dépend un petit peu comment on va valoriser certains produits en interne avec Philips. Mais donc, super trajectoire. En plus, c'était 2021, donc voilà, un peu la folie sur les marchés. Donc, on était en train de lever un série B d'un peu plus de 50 millions de dollars. Ça se passait vraiment bien, quoi. Et Philips était déjà client chez nous. C'était un assez gros client puisqu'ils avaient racheté BioTelemetry, qui était le plus gros leader de l'analyse ECG aux US. Et il se trouve tout simplement qu'il y a un moment où Philips a fait une offre qui devenait vraiment très difficile à refuser. Et voilà, les quelques actionnaires qui sont dans la salle pourront en témoigner. Après, voilà, je ne peux pas commenter publiquement sur la transaction puisqu'elle était confidentielle. Mais voilà, c'est une transaction en tout cas qui était de nature à refuser un série B de 50 millions de dollars en 2021, quoi. Donc, c'était pas mal. Donc, il y avait évidemment les considérations économiques qui parlaient à la communauté des actionnaires. Mais au-delà des considérations économiques, il y a évidemment la considération de projet. Et je dirais, une décision de vente, c'est toujours la combinaison des deux. Un projet et des termes économiques. Et en l'occurrence, le projet également était très favorable sur le long terme pour Cardiologues, tout simplement parce qu'il permet de
d'investir dans des projets de long terme où honnêtement, on avait un peu moins de garantie de notre capacité à les soutenir sur le long terme en étant indépendant, quoi, voilà, tout simplement. Il y a quelqu'un qui arrive, je crois, qui doit venir s'asseoir là. Alors, mais on essaie de. Excuse-nous, c'est compliqué pour toi de voir, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu continues l'aventure et puis tu ne quittes pas, si j'ai bien compris, le monde de la santé digitale, puisque tu regardes encore peut-être d'autres projets personnels ou des projets d'autres. Bah, effectivement, bah, si tu veux, effectivement, bah, moi aujourd'hui, je suis quand même plutôt en train de passer la main sur, voilà, sur Cardiologues, hein, c'est pas un secret. Donc, à partir du moment où il y a un premier atterrissage qui a été fait chez Philips, l'objectif maintenant, c'est d'organiser ma succession. Voilà, je n'ai pas vocation à devenir cadre dirigeant chez Philips. Je suis entrepreneur. C'est mon, voilà, c'est mon ADN. Et dans tu sais, l'ADN entrepreneur, il y a quand même un peu un problème avec l'autorité, quoi. Donc, donc, je pense que c'est mieux de le passer à quelqu'un d'autre. Puis voilà, et je pense que comme ce que disait Franck sur Criteo, alors bon, dans une mesure très, toute proportion gardée, Cardiologues aujourd'hui est dans le bon environnement avec la bonne équipe pour pouvoir voler de ses propres ailes. Donc effectivement, moi, je vais commencer à regarder des projets pour la suite dans la santé. Pas que, hein, je regarde un peu de tout, mais bon, c'est quand même dans la santé que j'arrive à avoir les idées les plus sophistiquées, hein, tout simplement parce que c'est là que j'ai fait tout appris. Enfin, voilà. Ok, merci Yann. Et donc tu parlais de 2021 qui était une année un peu bénie. Alors 2022 c'est plus compliqué. Franck, je voulais te poser une question autour du financement parce que bon, tu as quand même une expérience nourrie dans le domaine puisque tu es passé par Criteo puis maintenant tu as l'IFEN. Bon, on vit une période un peu plus compliquée. Les investisseurs sont plus, certains sont plus sélectifs. On entend des startups qui vont manquer de cash dire il faut que je recours à la dette. Donc, je voudrais avoir un peu ton point de vue sur l'environnement actuel, sur ce financement, l'importance du financement pour une startup, parce qu'il y a ici des jeunes startupeurs donc ils ont peut-être envie de t'entendre. Et puis, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'était est-ce qu'il y a une différence entre le besoin de financement lorsqu'on est dans une entreprise pure tech versus une entreprise tech santé. Et est-ce que les relations avec les investisseurs qui sont spécialisés dans la santé sont différentes, ces relations est-ce qu'il y a des attentes différentes de la part des investisseurs spécialisés dans la santé? Bon, ils se marient souvent à des spécialistes de la tech pour faire des investissements, mais est-ce que voilà, ça fait beaucoup de questions, désolé. Mais... Ouais, ok. Non, mais pour moi, la question du financement, et en tout cas, c'est un conseil que je donne souvent aux entrepreneurs, c'est faut pas forcément chercher à optimiser la valo, le prix, etc. Ce qui compte, c'est d'avoir en fait suffisamment de cash et de tranquillité pour se focaliser sur le business. Parce que en fait, tu peux pas prendre des risques partout, quoi. Tu peux pas prendre des risques sur les commerciales, sur la tech, et puis après prendre des risques aussi, vouloir over-optimiser ton financement. Et du coup, moi, je suis toujours, en gros, dans les levées de fonds, à dire, en gros, ton objectif, c'est de lever le plus possible, quoi. C'est peut-être pas, je sais que, enfin, c'est pas forcément ce que pense tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est toujours le conseil que je donne, c'est voilà, plus tu as de cash, plus tu as de liberté d'action. Après, à toi d'utiliser correctement. Il faut dépenser à tout va, mais globalement, c'est plutôt ça ce que j'essaie de faire. Et pour moi, ça vient aussi de mon histoire perso sur Criteo qui aurait pu mourir parce qu'on a du cash. On a vécu la crise de 2008 qui était compliquée pour tout le monde. Et à l'époque, voilà, on savait pas. Enfin, notre banque, d'ailleurs, a fait faillite. La banque dans laquelle on avait tout l'argent de la boîte fait faillite, c'était racheté le lendemain par Luxembourg et par BNP. Donc, c'est bon, on a gardé le fonds. Mais, vous êtes vacciné. Mais voilà, en fait, l'argent, c'est ce qui te permet d'avoir des moyens pour se développer. Donc, moi, j'essaye de ne pas prendre de risques et d'avoir une politique très conservatrice. Et du coup, par exemple, pas se mettre au pied du mur, attendre le dernier moment pour essayer de lever parce que dans un mois, j'aurai un deal, j'aurai tel truc qui va arriver. Non, en fait, ça c'est prendre des risques qui sont pour moi exagérés. Et il vaut mieux prendre, lever
quand peut-être on a moins d'éléments, mais voilà, on n'est pas dos au mur. Il y a quand même un cycle à suivre dans la levée. Alors, finalement, donc après, il y a les cycles macroéconomiques qu'on ne maîtrise pas. Et bon, moi, du coup, nous, on a eu la chance de lever l'année dernière, pareil, où finalement, c'était encore un moment. Lever cette année, c'est plus compliqué. Je sais pas, malheureusement, je ne sais pas quand est-ce que la situation va se retourner. Et donc, moi, le seul conseil que je peux donner, c'est d'essayer d'être frugal et d'avoir de gagner du temps. Parce que honnêtement, là, je ne suis pas expert en macroéconomie, mais globalement, les choses peuvent empirer beaucoup avant qu'elles s'améliorent. Et qu'est-ce que tu penses de recourir à la dette quand on est une start-up? Alors, la dette, c'est un peu compliqué. Quand c'est la dette, c'est bien quand on génère du cash. Si comme beaucoup on l'a cité là sur la table ronde, tu ne fais pas de revenus, recourir à la dette, c'est compliqué. Donc, oui, si tu génères du cash, tu es en capacité de le rembourser. Sinon, attention. Et est-ce qu'il y a des spécificités entre Criteo et Lifen? En tout cas, alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans le secteur de la santé, comme moi je l'ai appris par la force des choses, mais c'est quand même un secteur qui est particulier. Et c'est vrai que, comme nous tous, on est en relation constante avec des VC qui tâtent le terrain, qui veulent comprendre un peu ce qu'on fait. Je trouve que c'est compliqué. Plus on avance, plus la boîte grossit, d'avoir des discussions sérieuses avec des VC qui ne sont pas spécialistes, des investisseurs qui ne sont pas spécialistes du secteur, parce que pour qu'un investisseur fasse un chèque à un moment donné, il faut qu'il se construise une conviction profonde. Et quand tu ne connais pas le secteur, quand tu ne connais pas le fait que, voilà, par exemple, tout est différent, mais par exemple, le coût d'accès, l'accès au marché est très compliqué que dans une boîte B2B standard. Par contre, le churn, par exemple, va être très différent. Il y a beaucoup moins de churn dans le secteur de la santé parce que les clients sont beaucoup plus fidèles. C'est des cycles de vente très longs. Mais... Donc, en fait, il y a plein de choses qui sont particulières. Il y a évidemment un environnement autour de la régulation qui est très spécifique. Je trouve que si on peut, c'est bien de lever avec des VC spécialisés parce qu'ils vont aussi apporter beaucoup plus en termes de connexion, voilà. Bon, pour ceux qui sont là, ils doivent sourire et être heureux. Yann, je voulais arriver, merci, une question sur la concurrence entre startups, parce que quand on crée une startup dans la santé, on a un ingénieur brillant français. Il y a de fortes chances, comme les enjeux sont globaux, qu'il y ait beaucoup d'ingénieurs brillants dans le monde qui aient la même idée au même moment. Et on sait que c'est un peu la course au drapeau, c'est-à-dire c'est le premier qui plante son drapeau qui capte un marché. On a de nombreux exemples, on ne va pas les donner. Comment on vit, comment tu as vécu, toi, chez Cardiologue, tous ces aspects concurrence qui doivent en fait un tout petit peu stresser le fondateur d'une start-up? L'une des premières questions, alors moi je suis un modeste business angel, mais je vois les VC, la première question qui se pose, c'est c'est quoi la concurrence? Et puis l'autre question que je vais te poser, même si c'est un peu au cas par cas, comment tu as géré ton implantation géographique? Parce que tout le monde dit, premier marché mondial, les États-Unis, 50%, il faut tout de suite partir aux États-Unis. Quelle est un peu ta vision par rapport à ce que doit faire un start-upper à ce niveau? Moi, je vais peut-être commencer par la deuxième. C'est un peu en général ce que je pense, et après en particulier comment ça s'est passé sur Cardiologue d'un point de vue concurrence. Effectivement, moi, je suis partie de ceux qui sont convaincus que à partir du moment où tu as une innovation médicale, enfin, je dirais clinique, dans le sens qui change le diagnostic, le traitement sur une indication en particulier, le marché américain est incontournable. C'est-à-dire que c'est le plus gros marché du monde, effectivement, 50% des dépenses de santé sont là-bas. C'est le marché qui a la capacité la plus rapide à adopter de l'innovation, et à la financer, et en plus à l'exiter sur des marchés boursiers. Donc en fait, juste il n'y a pas photo. C'est un peu différent pour des plays, on va dire, plus d'infrastructure, où là, pour le coup, il y a une profondeur locale de marché. C'est le cas d'un Doctolib ou dans le cas d'un Lifen, où tu as une vraie profondeur de marché local qui justifie de construire un géant européen, et où la case, je pense, américaine, en tout cas, n'est pas forcément une case obligée dès le début. Quand il s'agit d'une innovation clinique,
la plupart des maladies sont pas endémiques d'un pays en particulier, quoi. Donc, si tu as un marché en France, il y a très probablement un marché aux États-Unis, dans le monde entier. Et en particulier, si ton ambition, c'est de faire un leader, enfin, les gens se posent la question dans le mauvais sens. Souvent, ils veulent d'abord lever de l'argent avec un VC, et après, ils se rendent compte que pour lever de l'argent avec un VC, il faut avoir l'ambition d'être un leader mondial. En fait, il faut réfléchir dans l'autre sens. Il faut avoir envie de faire un leader mondial, et c'est pour financer ce projet qu'on va lever de l'argent avec des VC. C'est plutôt ce discours-là qui marche. Faire un leader, pour nous, chez C Cardiologue, c'était très clair. Si tu veux faire un leader mondial sur une innovation médicale qui touche à la clinique, il faut d'abord être le leader américain. Et pour être le leader américain, il faut prendre le marché américain le plus vite possible. On a eu la chance de ne pas avoir de concurrent direct, en tout cas, on n'avait pas un concurrent head-to-head sur le marché américain. Ce qui a été, et je le vois sur quand même pas mal de startups qui ont une vraie innovation qui touche au diagnostic ou au traitement, le fait qu'il n'y ait pas un arch enemy, quoi, un concurrent direct, fait que ça crée quand même un certain confort. On a le luxe de se poser la question, est-ce que je commence en France ou est-ce que je commence en Europe plutôt qu'aller aux États-Unis? Alors que s'ils avaient un compétiteur direct aux États-Unis, probablement ils se poseraient moins la question. Donc bon, bref, tout ça pour dire que moi je fais partie de ceux qui sont convaincus que le marché américain est incontournable et que pour faire un leader mondial, il faut d'abord faire un leader américain. Je pense que la meilleure décision qu'on ait prise de l'histoire de Cardiologues, c'est de commencer par le marché américain. Et on avait aussi, moi j'ai vu beaucoup de boîtes qui font une innovation médicale qui commencent par la France et qui, une fois qu'elles ont fait un peu leur trou en France, essayent de s'exporter sur le marché américain. Ça marche pas. Voilà. Moi, j'ai pas vu que ça marchait hyper bien parce que le marché français n'est pas un bon modèle de marché. C'est pas un bon modèle de clients. Les clients français sont très différents des clients américains. C'est pas un bon modèle de financement. Les cash flows et les chaînes sont très différentes. Le marché français est un marché qui est quand même très particulier. Et donc, c'est-à-dire que c'est même pas un marché où ce que tu y apprends est ultra réplicable sur le marché d'après, quoi. Donc voilà, nous on a commencé par le marché américain. Chez Cardiologue, c'était très clair que on préférait mourir à essayer de prendre le marché américain en premier que d'avoir un lot de consolation en prenant le marché français. Et je pense que cette décision nous a permis, voilà, d'arriver où on est. Donc ça, c'est un peu pour le contexte général. Et en particulier sur l'environnement compétitif de Cardiologues, on va dire des équipes qui font des algorithmes sur l'ECG. Depuis que l'informatique existe, il y a des ingénieurs qui essaient d'automatiser la lecture de l'ECG. Depuis les années, j'ai même rencontré des gens qui faisaient ça chez IBM dans les années 50 ou 60 avec des énormes espèces de disquettes à trous, quoi. C'est un vieux problème. Tous les ans, il y a une nouvelle startup qui fait des algos sur l'ECG. Je pense que ce qui a été très particulier sur Cardiologues, ça a été la capacité à avoir une vision produit très sophistiquée qui allait au-delà juste de la vision technologique de faire un algorithme de machine learning sur l'ECG et de le positionner de manière très focus sur un segment de marché en particulier qui était l'automatisation du diagnostic d'une certaine partie des ECG, les ECG ambulatoires, d'abord sur le marché américain. Et je veux dire, les 15 millions d'ARR qu'on fait cette année, il y en a toujours 90% qui viennent juste de ce segment de marché sur le marché américain. Ok, je crois que c'est clair. Qu'est-ce que tu veux répondre, Franck, puisqu'il a parlé de toi et de l'UFEN et du marché infra, le fait que Non, effectivement, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire que quand tu as une innovation clinique, bah forcément le marché mondial est un peu comme les pharma. Tu n'as pas une pharma qui dit tiens, je vais focaliser sur la France, quoi, ça n'a aucun sens. Par contre, si tu es sur un marché, appelé plus infrastructure, ce qui est le cas pour l'IFEN, chaque pays a une réglementation qui est très différente, des soins qui est très différents, des acteurs très différents. Et donc, aller d'un pays à l'autre, c'est beaucoup plus difficile. Quand tu regardes les acteurs des logiciels de gestion de cabinet, les acteurs des logiciels hospitaliers, alors maintenant, il y a beaucoup de consolidation et se rachètent, mais globalement, ils sont tous locaux. Il y a peu d'acteurs qui ont une présence sur beaucoup de pays. D'accord. Donc là, je vais une petite question concernant le mariage en fait entre l'intelligence artificielle, on revient, qui est votre marque de fabrique, et la médecine. Je voudrais que tu nous dises, et moi j'ai du mal un peu à projeter parce que je ne connais pas suffisamment bien ce mariage, mais
quelles contraintes sont propres au mariage entre l'intelligence artificielle et la médecine? Est-ce qu'il y a des limites à ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il y a des incompatibilités? Et puis, si tu peux nous parler un peu de ça. Et puis, comment vous arrivez à établir la preuve clinique économique de la pertinence de vos solutions? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité à long terme. C'est vraiment une question de temps. Et que le plus grand reproche qu'on a fait à l'IA dans les dernières années, c'est quoi l'impact, c'est quoi le business model, et qu'il n'y avait pas vraiment de business model de l'IA. Et quand je décrivais les 5 années de maturation, c'était un petit peu ça aussi la question. Après, ça dépend vraiment de l'utilisation des différentes applications de l'IA. Si c'est la recherche, la découverte de traitements, comme ça prend très longtemps, forcément, la réticence et les doutes sur le business model venaient simplement du fait est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être adopté. Et là, on arrive à un moment où ça se clarifie un petit peu, et puis ces boîtes ne savent pas forcément comment se positionner en fait, dans l'écosystème et dans la chaîne de valeur. Et donc, d'où les doutes. Mais petit à petit, les preuves arrivent, des partenariats se font entre les boîtes d'IA, les grandes boîtes de pharma, et on voit du coup que ça commence à marcher. Et à partir du moment où la preuve que ça marche est apportée, les doutes se lèvent, parce qu'en fait, la preuve, une fois qu'on a fait une découverte, que ça vienne d'un modèle d'IA ou pas, la validation biologique de la découverte, le développement préclinique, les essais cliniques, tout ça, c'est la même chose. Donc les preuves sont apportées, et peu importe que ça vienne de l'IA. En fait, la vraie chose qu'il faut retenir, c'est que l'IA, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et une fois que les gens ont compris ça, s'intègrent en fait dans l'écosystème de façon classique, et on oublie que ça vient de l'IA. À ce moment-là, ces doutes de business model, etc., se lèvent. Après, il y a d'autres applications, et je reviens par exemple sur ce que Yann disait sur les applications diagnostiques. Là, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu autre chose, dans la mesure où il y a la responsabilité, dans notre cas, par exemple, c'est l'oncologie, c'est les pathologistes et les oncologues qui ont la responsabilité du parcours de soins de leurs patients, évidemment. Et parfois, on parle de l'IA comme d'une boîte noire. C'est-à-dire qu'il y a des modèles avec des inputs, une prédiction, il y a un diagnostic. Et les gens ont vraiment besoin de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là, je rejoins ce que disait Yann sur au-delà de la technologie elle-même, c'est comment est-ce qu'on s'implante dans la clinique avec un produit qui est pensé pour les utilisateurs, plus que simplement de réfléchir au modèle d'IA. Et là, il y a des solutions qui sont techniques d'interprétabilité. Et donc, cette question d'interprétabilité de la responsabilité, c'est au cœur de ce qu'on essaie de faire dans le développement d'une outil diagnostique. C'est de pouvoir donner aux pathologistes la possibilité de comprendre en fait le modèle, c'est-à-dire par exemple, beaucoup de ces modèles sont développés à partir des données d'imagerie de la tumeur du patient, de pouvoir regarder en fait de très près les régions de l'image qui ont été le plus de poids dans la prédiction, par exemple. Donc ça, c'est une solution technique, par exemple, en diagnostic, mais il y a aussi le positionnement de l'outil diagnostic dans le parcours clinique. C'est est-ce qu'à partir de la prédiction du modèle, tac, on a tout de suite une décision de traitement qui est prise, ou alors est-ce qu'on le positionne comme un pré-screening avant d'accéder à d'autres types de tests qui sont beaucoup plus chers, pas pris en charge par le remboursement. Et quand on a une prédiction d'IA, alors à ce moment-là, on peut dire, là, ça vaut le coup de payer pour un test beaucoup plus avancé. Et donc ça, c'est le pendant un petit peu plus positionnement clinique qui va avec ces solutions techniques. Après, il y a un autre type d'application qui est vraiment intéressant, notamment quand on parle de médecine de précision, c'est que dans le futur, plus on va vers la médecine de précision, plus chaque maladie est en fait une maladie rare. On regarde des sous-types vraiment très, très précis. Et ça devient très compliqué de faire des essais cliniques quand on a besoin de centaines de patients pour montrer que quelque chose marche. Et là, il y a beaucoup de technologies différentes, de sous-parties différentes de l'intelligence artificielle qui permettent d'aller outre ces limitations et d'augmenter de façon importante la puissance statistique des essais cliniques pour arriver à la même preuve avec beaucoup moins de patients. Ça permet vraiment d'accélérer le développement. Et là, c'est quelque chose qui prend plus de temps parce qu'on touche aux régulateurs et qui sont très conservateurs. Et là, les parallèles entre la tech et la santé, c'est terminé. C'est très différent. Et ça, il faut plutôt s'armer de patience, travailler avec le régulateur et pas attendre que les choses changent.
Mais donc, c'est une application qui probablement prend un peu plus de temps que la découverte très en amont, qui après, finalement, fongible dans la façon dont le développement clinique fonctionne. D'accord. Et Thomas me disait, Alain, il faut bien distinguer l'intelligence artificielle, j'arrive à Martin, et le digitalisation, parce que c'est deux budgets différents dans les pharma. Bon, alors j'en arrive en fait à la digitalisation chez Biogène, pharma en général. Quels sont les enjeux donc, pour des sociétés comme les vôtres? Quel positionnement pour le patient, les professionnels de santé, les payeurs? Donc, ce serait sympa si tu peux un peu nous donner un peu un paysage, enfin une idée du paysage et des enjeux pour vous. Okay. Je parlerai de comment les budgets fonctionnent aussi pour ceux qui sont intéressés dans la salle. Je pense qu'il y a 3 enjeux. Il y a un enjeu qui est interne d'abord, on en parlait, c'est un super exemple, le drug discovery. Utiliser la technologie pour rendre plus efficient, plus efficace la partie qu'on appelle préclinique chez nous, et donc target ID, etc. C'est un domaine qui commence à être très hot parce qu'il y a pas mal de deals qui se sont faits à la fois en France et aux États-Unis. Et donc, on commence à voir les tout premiers traitements rentrer en phase 1 qui sont sortis, qui ont été designés par une IA. Ça reste à prouver dans le long terme, mais c'est une plateforme technologique comme il y en a d'autres. Et tu le disais très bien, je trouve qu'il y a... Pour nous, c'est assez simple de faire la métaphore entre une plateforme technologique, qu'elle soit chimique, génétique ou technologique, en phase amont, d'identifier une target, ensuite on développe, on fait PK/PD, phase 1, phase 2, phase 3, on fait un médicament. Ça prend des 10-15 ans souvent, mais on est à la phase amont de tout ça. On voit des très gros deals qui sont en général milestone-based, suivant des discoveries avec des royalties derrière, si un traitement en sort, etc. Comme on peut le voir sur Alain, tu connais ce monde par cœur aussi, comme on l'a vu sur les anticorps monoclonaux, comme on l'a vu sur toute plateforme qui a de l'IP technologique ou biologique. Les autres enjeux internes, ils sont très nombreux, il ne faut pas les oublier, c'est que le développement clinique des médicaments, ça coûte une fortune. Je pense qu'on ne se rend même pas compte dans cette salle, mais c'est plusieurs centaines de millions. Même faire une phase 2, ça coûte plus de 100 millions en général. Et donc l'IA et la médecine de précision peut aussi aider à faire ce qu'on appelle clinical trial enrichment, et donc choisir les meilleurs patients possibles pour rentrer dans l'étude, avec des modèles prédictifs, etc., qui pour le coup n'ont pas des enjeux régulatoires, etc., puisqu'elles sont plutôt utilisées à des fins internes. Ça permet quoi? Ça permet de réduire le temps et le nombre de patients qui rentrent dans une étude clinique. Donc pour nous, les enjeux capitalistiques sont absolument énormes. Et évidemment, ça se base sur des facteurs scientifiques qui doivent être très développés, de nouveaux biomarqueurs d'imagerie, nouveaux biomarqueurs qu'on appelle radiogénomiques, combinaison entre imagerie et génomique, etc. Mais pensez à tout ça comme l'utilisation de la tech et du digital pour l'interne. En général, les budgets et les partenaires sont plutôt au sein de la R&D pour ces moments-là, parce que c'est la personne en charge de ce qu'on appelle en général Research and Early Development, qui cherche via la médecine translationnelle toutes les meilleures technologies possibles pour remplir un pipeline de produits. Ensuite, il y a la partie développement clinique, où on utilise des technologies qui permettent de mieux mesurer les maladies. Par exemple, des biomarqueurs digitaux en vraie vie, ou des wearables, des algorithmes, où ça peut être de suivre des EKG de façon plus précise pour faire soit des décisions pendant le développement clinique, soit des endpoints à la fin pour les régulateurs. La partie endpoint reste très, très neuve, mais ça, c'est un enjeu économique aussi absolument énorme pour l'industrie, encore une fois, très R&D dans les budgets. Le deuxième gros enjeu est plutôt externe et parcours de soins. Et là, dans le parcours de soins, pour un industriel, ces enjeux parcours de soins, ça va être soit de se différencier, faire un service en plus du médicament. Bon, ça, je dirais qu'il n'y a pas de business model associé, donc en général, les investissements sont existants mais limités. C'est ce qu'on appelle des patient support programmes ou des choses comme ça, où on va accompagner la pathologie dans son ensemble et pas que la maladie. Et puis, il y a un enjeu qui est d'étendre le marché. Donc, imaginons, on a un traitement dans lequel le diagnostic est important et sous-développé, et donc on va aller trouver des technologies ou des moyens d'aller faire passer le patient via le parcours de soins pour augmenter le marché, le mot est horrible, mais en gros pour permettre au patient d'avoir les meilleurs résultats possibles en le faisant rentrer vers son médecin le plus rapidement possible, ou en augmentant l'adhérence. Et donc là, cardiologue, un exemple de monitoring ou de diagnostic aussi qui permet une meilleure prise en charge associée à la thérapeutique.
Le troisième pilier qui est assez nouveau dans notre industrie, c'est la technologie ou le digital comme un business. Pour des boîtes de devices comme Philips, c'est assez classique de se dire on va ajouter du remote monitoring à notre business line cardiaque. Pour la pharma et les biotech, ça commence à se développer de plus en plus avec ce qu'on appelle les thérapies numériques de prescription, prescription digital therapeutics. Pourquoi? Parce qu'on a les capacités régulatoires, market access, promotionnelles et médicales qui vont être nécessaires pour ces assets comme ils le sont pour les assets chimiques et biologiques. Beaucoup de startups dans ce domaine-là vivent un peu un rêve de se dire qu'ils sont capables de prendre un traitement numérique et de le commercialiser. Les coûts d'infrastructure sont tellement énormes qu'un peu comme on le voit dans le parallèle classique, les deals se feront en phase 1 et phase 2 pour développer ensuite et commercialiser ensuite. Et je pense qu'on en voit de plus en plus aussi des deals un peu intelligents, royalty plus milestone, qui se construisent dans ce domaine-là. Ça reste à démontrer. Voilà. Et je pense qu'il faut que la pharma reste aussi à sa place, qui est là où on est bon. C'est en démontrer que ces assets ont un impact clinique avec un niveau de preuve suffisant pour les payeurs et les régulateurs, et ensuite driver de la connaissance dans le marché de ces nouvelles options qui ne sont plus seulement chimiques ou biologiques, mais qui sont aussi technologiques, et de les combiner. Si on est capable, ce serait des partenariats ou à terme des acquisitions, ou les deux? Je te dirais, non, et tu l'as fait les 20 dernières années, exactement comme on l'a vu, je pense, dans la chimie ou la biologie, je reviens toujours à ça, les deux vont exister. C'est-à-dire, il y aura des partenariats qui seront du in-licensing d'assets pour aider à donner les fonds de développement qui coûtent très cher et ensuite commercialiser ces assets. Et on en voit beaucoup de ces deals-là, on en fait aussi. L'acquisition totale, je pense malheureusement, et c'est un avis personnel, est risquée pour la start-up parce qu'elle peut changer culturellement assez profondément une entreprise qui a l'habitude de travailler. Alors, je laisserai Yann s'exprimer sur cardiologue et Philippe, ce n'est pas à moi de donner leur exemple. Moi, je ne crois pas forcément à un modèle d'acquisition parce que dès que l'industrie pharma devient majoritaire, elle doit imposer une gestion de risque et de code of conduct interne et de façon de travailler qui est un peu antinomique avec un pure tech play. Mais bon, ça n'est que mon avis. Très similaire aux petites biotech versus grosse R&D de la pharma qu'on a vu pendant 20 ans. Et pourtant, vous faites l'acquisition de biotech. Et à terme, les pharma, est-ce qu'elles deviendront des entreprises plus technologiques? Tu vois de moins en moins d'acquisitions totales de biotech. Alors, il y en a des gros deals, et je sais que tu en fais beaucoup aussi. Mais tu vois, en volume, tu as plus de deals royalty plus milestone, enfin milestone plus royalty plutôt, ce qui permet de diffuser ces risques et de laisser une grande liberté d'innovation aux partenaires extérieurs. Je pense que toute cette approche d'écosystème est de plus en plus connue comme la bonne façon de remplir un pipeline ou la bonne alternative aussi. D'accord. Donc, je voulais juste dire là-dessus, je suis tout à fait d'accord, mais ça dépend si on achète la capacité d'innovation ou le pipeline. Si c'est le pipeline qui intéresse, là, une acquisition peut faire l'affaire et l'acheteur, finalement, n'a pas forcément de grand impact. Enfin, l'équipe va partir et c'est ça. Ça l'anticipe. Mais d'ailleurs, je me pose une question en cas de docking. C'est en fait, on voit Yann qui a vendu son entreprise à Philips. Finalement, vous allez vous développer et je vous souhaite de devenir un big, mais qui serait éventuellement un acquéreur potentiel un jour si Okin était une entreprise qui fonctionnait bien? Et tu es filmé, non, mais on se pose la question parce que vous arrivez avec un nouveau business model et une entreprise qui a sa propre, aujourd'hui, vous créez une nouvelle voie, quoi, en fait, et on se dit, bon, ça intéressera toujours, il y a toujours des gens intéressés, les prédateurs, mais je ne m'aventurerai pas complètement sur ce terrain-là. Ce que je dirais, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'on a amorcé un virage qui vraiment assume le fait qu'on va vers la découverte et le développement de traitements. Déjà, ça peut donner un indice, mais pour faire ça à notre sauce Okin, on développe aussi une business unit de diagnostic. Ça rend Okin une bête un peu difforme, donc qui peut faire peur comme ça, mais en fait, du coup, faut vraiment voir dans le futur comment on va se développer. Mais il y a cette logique de vraiment faire le tour en partant du patient
avec des données patients, parce qu'en amont, c'est de là que la donnée vient, évidemment, pour développer des modèles d'IA. Et ensuite, vraiment le développement de médicaments avec les diagnostics associés, etc. etc. Voilà vers où on va. Je ne saurais pas sur Ok. Tu as parlé tout à l'heure, ça c'est une question un peu pour tout le monde, de ce monde de secteur de la santé qui a vraiment ses spécificités, ses lourdeurs. Elles sont énormes, donc, la place des pouvoirs publics, les corporatifs, la place du patient, association de patients, les payeurs. Comment on peut arriver, lorsqu'on est une start-up, bon, donc beaucoup de réticence au changement. Je parlais tout à l'heure de cette réticence. En plus, il y a des données, on touche à des objets très sensibles, hein, comme les données patients. Comment on peut arriver à développer un business model dans cet environnement et comment fait-on, alors tu dis il faut être patient, mais comment fait-on pour arriver à contourner ces réticences, à les bousculer? C'est une question qui se pose, chacun peut répondre. Je pense que c'est vraiment d'aller vers les éléments de preuve. Même si c'est très tôt, même s'il n'y a pas forcément de marché immédiat, mais c'est de développer des preuves de concept. Et je pense que, alors même si Hawkins c'est une boîte globale, on s'est pas mal développé en amont avec des centres, des hôpitaux en France, notamment parce que cet écosystème-là, la recherche clinique en fait marche bien et assez réceptive. Et aux États-Unis, il faut payer très cher pour accéder à des données. Et c'est pour ça qu'on s'est donné la possibilité, en travaillant avec un modèle gratuit pour les hôpitaux, de développer en fait ces preuves de concept. Et ça a donné du crédit, ça permet de lever dans un contexte où on n'avait pas forcément beaucoup de revenus, etc., etc., des papiers dans les meilleurs journaux scientifiques. Ça, c'est un niveau de preuve en fait qui, alors les investisseurs ne regardent pas forcément, ils ne lisent pas forcément Nature, mais la FDA et l'IMA, ils regardent. Et ça, petit à petit, ça participe à la réflexion. Et il n'y a pas que Hawkins là-dedans, évidemment. Il y a d'autres players qui participent à ça et le régulateur est à l'écoute. Il faut de la patience simplement parce que leur cycle de fonctionnement n'est pas le même que celui d'une startup. Et sur les données patients, là, vous avez très bien joué, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est parce qu'en fait, on a un modèle, ce modèle gratuit consiste à collaborer en fait, avec les PI dans les grands centres pour travailler sur leur cohorte de patients. Et de plus en plus, en fait, on va vers pas simplement travailler sur leur cohorte, mais aussi augmenter ces cohortes. Et donc, aussi financer de la génération de données sur des modalités de données qui ne sont pas forcément captées dans le parcours de soins classique. Et ça, c'est ce qui est différenciant aussi pour les modèles d'IA qu'on fait en ayant en tête vraiment la discovery et pas simplement l'optimisation des activités. Et si je peux me permettre un commentaire là-dessus, je crois qu'il y a une source de collaboration qui est assez peu exploitée encore, qui commence à être exploitée, c'est les données d'études randomisées contrôlées sont le gold standard de toute donnée en termes de ground truth pour traîner des machines, des machine learning models, etc. Sur cette phase de discovery et de développement, être capable de générer du revenu, mais aussi des partenariats stratégiques sur l'échange de données et d'expertise scientifique combinée avec l'expertise technologique des startups, c'est un vrai sweet spot, je trouve. Et ça se fait de plus en plus, en France et aux États-Unis, sur comment est-ce qu'on fait la fusion des expertises, mais aussi des datasets. Un dataset d'études randomisées de phase 3 sur plusieurs milliers de patients et plusieurs années, ça coûte plusieurs centaines de millions à générer. Ça n'existe pas dans les hôpitaux et ils n'y ont pas accès. Et ce n'est pas leurs données non plus. Et je crois qu'être capable de mixer des données de vraie vie avec des données d'études randomisées va être essentiel pour avoir des modèles de qualité. De plus en plus, on voit ça. Voilà. Après, toute pharma qui se respecte a des bases de données génomiques, des bases de données d'imagerie, des bases de données pathologiques, etc. Et je crois que c'est pour ça qu'on voit cette deal de plus en plus se construire. C'est aussi autour de la valeur de la donnée et de la fusionner, même si la combiner avec les données en vraie vie qui font des tests datasets ensuite absolument exceptionnels pour les modèles. Enfin voilà, il y a du in-kind. Il y a beaucoup de startups créées dans destination de justement ce partage. Parce moi, je vois un peu on va passer. C'est plutôt des deals qui sont faits en one-one. Alors après, je ne sais pas la nature des deals d'Hawkins, mais je ne parlerai pas d'un autre. Mais il y a beaucoup des deals qui combinent du in-kind contribution de données et d'expertise avec du cash et des milestones pour créer des résultats communs. Parce que c'est cette fusion qui permet de créer de la valeur. Mais quand tu parles de tes deals, il y a beaucoup de startups françaises dans tes deals ou c'est plutôt des startups étrangères?
Les nôtres, ce qu'on a annoncé publiquement, par exemple, on en a une qui était spécialisée dans l'onco et la radiothérapie, avec qui on travaille sur l'imagerie maintenant en neurologie, où on apporte une expertise scientifique et beaucoup de données d'imagerie qui ont coûté des milliards à générer, pour le coup, pour qu'eux apportent leur expertise en segmentation d'images et en feature extraction, comme on appelle ça, dans ces images, pour créer des modèles prédictifs autour de ça. Ces boîtes, elles ont beau avoir des gens brillants, si tu n'as pas les données sources et le ground truth, C'est clair. tu ne peux pas créer des choses de qualité ensuite. Et c'est une startup étrangère, ça. Celle-là, c'est une startup parisienne. Ah, Paris. Ouais, bravo. Et donc, J'ai un exemple. Et dis-moi, Franck, toi, donc arrivant de la tech avec Criteo, il n'y avait pas toutes ces barrières. Comment tu t'es confronté un peu à ce mur, enfin, pas un mur, mais une sorte de mur, et comment tu vois les choses Ouais, effectivement, moi je me souviens d'une anecdote assez rigolote. Quand on lançait du fun dans les premiers hôpitaux, une fois on pitch du coup un DSI d'hôpital, et puis le meeting se passe super bien, il est convaincu, puis à la fin il me dit mais en fait pourquoi je serais premier? Et du coup j'avais pas anticipé la question, j'avoue que c'est pas possible, quoi. Et donc effectivement, c'est pas simple. Et ce qui est pas simple, en fait, dans ce secteur-là, je pense, contrairement à d'autres secteurs, c'est que c'est surcontraint. C'est-à-dire qu'en fait, surtout si tu as une activité qui doit être utilisée dans le cadre du soin courant, là, c'est le pire, en fait, parce que le médecin, il n'a pas le temps. S'il n'utilise pas l'outil tout le temps, tous les jours, il ne va jamais l'utiliser. C'est bien, c'est jamais ou c'est tout le temps. Si ce n'est pas intégré dans son outil actuel, il ne va pas l'utiliser. S'il faut qu'il crée une fiche patient, il ne va pas l'utiliser. Et donc, ça veut dire qu'il y a toutes ces contraintes-là, donc des contraintes réglementaires, des contraintes de sécurité, des machins, mais il y a aussi des contraintes d'usage qui sont extrêmement fortes, avec des logiciels, un parc informatique qui est obsolète et pour la plupart extrêmement difficile pour s'intégrer, avec les contraintes réglementaires qu'il a encore rajouté. C'est-à-dire qu'en fait, s'il faut que je m'intègre dans un logiciel qui est marqué CE, bah même si le logiciel, en fait, il a envie de faire des développements pour, en fait, il va le faire parce qu'il ne va pas se refaire marquer CE juste parce que, voilà. Donc on voit que c'est une complexité qui est assez forte. Et du coup, ça, effectivement, j'ai pas vu ça dans d'autres secteurs. Et en tout cas, moi, le conseil, parce qu'on a essayé de faire, ce qu'on essaie toujours de faire, et ce que je conseille à d'autres, c'est de dire, en fait, face à ça, pour moi, tu n'as qu'une seule stratégie qui marche, c'est le focus. C'est de se dire, en fait, je vais essayer de faire un truc et le faire du mieux que je peux, mais super bien. Et ça veut dire que je vais aussi travailler avec, au début, un acteur, peut-être un hôpital, mais je vais travailler la confiance, etc. Je vais vraiment aller très, très profondément dans la relation pour essayer de démontrer quelque chose, arriver à un résultat. Et après, ce qui est magique, c'est qu'effectivement, le secteur est quand même moutonnier. Et donc, si tu arrives à démontrer que tu fais quelque chose qui est unique, qui est innovant, après, tout le monde suit. Ouais. Mais du coup, il faut pousser très, très fort, très longtemps, et avoir un peu la chance de trouver les bons acteurs, les bons producteurs pour arriver à faire cette preuve de concept. Et après, essayer de faire en sorte que ça, ce ne soit pas juste une exception, mais que tu arrives quand même à le scaler et que tu as la capacité de le déployer, ce qui est pas forcément compliqué. Et donc, Yann, quand tu es cardiologue, il n'y a pas des jours, si je reprends ce que dit Franck à l'instant, il n'y a pas des jours où on est complètement démotivé, désespéré, et qu'on se dit, non, ras-le-bol, ils sont vraiment trop compliqués, ces gens-là. Ouais, souvent on ne dit même pas la partie pliquée, quoi. Hein, c'est, donc, ouais, bien, forcément, tu as des moments où tu es démotivé, je sais pas, mais où tu te dis, ouais, I quit, quoi. Mais bon, à la fin, moi, personnellement, je sais qu'il y a eu de nombreuses fois, pas non plus tous les jours, mais où je disais à ma copine, voilà, ma future femme, oh, j'en ai marre, quoi. Juste, là, j'en peux plus. C'est trop long. Et puis à la fin, tu vois, elle arrivait à me remotiver, quoi. Donc, et je pense que ce qu'elle me disait, c'est à la fin, est-ce que tu crois dans la vision? Est-ce que tu crois que tu es toujours la meilleure personne pour accomplir cette vision-là? Et puis, donc, elle a su subtilement faire du renforcement positif de mon ego pour me remettre au travail.
Et je pense à la fin, il n'y a pas il y a pas de secret. Oui, c'est une route qui est longue et difficile. C'est une route qui est aussi longue et difficile dans d'autres secteurs. C'est aussi une route qui a des joies et des milestones intermédiaires qui sont extrêmement puissants. Voilà, moi, je me souviendrai toujours du jour où Cardiologues a été utilisé pour diagnostiquer le premier infarctus, parce que moi je recevais des notifications sur mon téléphone au début dès qu'un utilisateur faisait un ECG, et j'avais le diagnostic de l'IA. Et donc voilà, c'était en décembre 2016, tu reçois une notif, c'est un SOS médecin qui venait de diagnostiquer un infarctus en phase aiguë avec l'IA Cardiologue. Donc ça, c'était génial. Bon, après, une semaine après, on a pivoté, on a décidé d'arrêter de faire ça et d'aller aux US. Mais en attendant, ce milestone intermédiaire était ô combien motivant. Donc voilà, ça nécessite un peu d'être un peu bouddhiste, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apprécier le chemin et pas juste être focalisé sur le bout du chemin, je pense, pour se lancer dans cette aventure. Tu disais que Yann, les choses se font plus facilement aux États-Unis. Est-ce que tu penses, enfin, c'est peut-être ce qui s'est passé, après chaque start-up est différente, mais si tu adoptes aux États-Unis, tu parlais de côté moutonnier, à ce moment-là, la France suit ce qui se fait aux États-Unis ou pas? Ça dépend des secteurs. En l'occurrence, nous, ce qu'on a, déjà, il y a deux sortes de validation. Quand tu introduis une nouvelle innovation clinique, il y a une validation clinique, évidemment, mais il y a aussi une validation empirique par l'usage. Et les deux sont hyper importants. Et l'usage, ça veut dire être bien intégré dans le workflow utilisateur, faire jusqu'au quotidien, ça marche, quoi. Et autant, la validation clinique, on a fait des études et en France et aux États-Unis. Mais pour le coup, c'est vrai que le volume d'usage qu'on a pu obtenir aux États-Unis a permis de raffiner le produit, qui a fait que il n'y avait pas photo quand on a introduit le produit en France par rapport aux autres logiciels disponibles pour les médecins. Donc très rapidement, oui, l'usage empirique en France a été validé et par le bouche à oreille entre les médecins, ça s'est bien développé. Mais je dirais pas que c'est nécessairement la France qui a été moutonnière des États-Unis en se disant waouh, ce truc est utilisé aux États-Unis, on va l'adopter en France. Je pense pas. Au contraire, moi je trouve que il y a plutôt un sentiment, une certaine fierté française d'être moins, comment dire, pécuniaire quoi, que le système américain. Et donc, il y a une petite défiance vis-à-vis des États-Unis, des outils purement optimisés pour le marché US qui sont là pour faire du volume. Et parfois, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans une certaine mentalité française, on met un peu en opposition l'intérêt économique et l'intérêt clinique, ce qui, moi, je pense, n'est pas toujours d'ailleurs le cas. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que non, c'était pas automatique. Mais par contre, évidemment, l'usage massif qu'on a développé aux US a permis de faire un très bon produit et qui s'est imposé de lui-même sur la France, quoi. Alors, avant d'arriver enfin, j'espère que tu vas avoir des questions. Comment vous vous projetez là, si on fait un tour de table à moyen terme, UPenn, c'est quoi ton rêve pour UPenn? C'est quoi mon rêve pour UPenn? En fait, on est sur plusieurs axes de développement, mais déjà, on commence à sortir hors de France. D'ailleurs, là, je pars pour Düsseldorf dans l'après-midi pour aller à Medica, qui est un grand salon européen. Donc, quand on est une start-up, une scale-up, rapidement, on ne peut pas sur le marché français, il faut quand même sortir de son propre marché et du coup commencer à voir ce qui se passe ailleurs. Donc ça, pour nous, c'est une énorme phase et il faut le faire avec beaucoup d'énergie, etc. Et c'est sûr que pour nous qui sommes plutôt un plein d'infrastructures, si on arrive à faire ce qu'on fait en France au niveau pan-européen, ça a d'autant plus de valeur. La marche, elle est très haute, mais la valeur aussi. Donc c'est hyper intéressant. On a un produit sur lequel on travaille depuis maintenant presque 2 ans, là, qui est de faire une plateforme d'interopérabilité. Donc en gros, c'est comment j'arrive finalement à faciliter l'accès au marché par toutes les innovations digitales. Et ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué en fait. Une fois que tu as trouvé l'intérêt clinique d'une solution, comment tu arrives à la mettre entre les mains de centaines d'hôpitaux, de dizaines de milliers de praticiens
C'est extrêmement compliqué parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est sur contrat, etc. Il y a des problèmes d'intégration, de sécurité à tous les niveaux, de connectique de données. Et donc, si on arrive à finalement rendre ça simple et transparent, et surtout au niveau pan-européen, alors là, c'est une valeur. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait partie des enjeux qu'on a et sur lesquels on va travailler. C'est un beau rêve. Bon. Et pour toi, Martin, digitalisation. Moi, j'aime bien celui-là déjà aussi. Je dirais que c'est une question d'ici de rêve. On est dans cette industrie, pas pour des raisons économiques pour la plupart d'entre nous, mais pour la mission, même si ça peut paraître un peu démago de dire ça, on est là parce à la fin de tout ce qu'on fait, des investissements, du risque, du capital, etc., il y a souvent des traitements qui sortent, qui vont accompagner beaucoup d'entre nous dans la salle et beaucoup de familles. Et chez Biogen, en neurologie, on est sur des maladies comme la maladie de Charcot, Alzheimer, Parkinson, etc., qui n'ont aucun traitement aujourd'hui. La petite entité BDH à l'échelle de Biogen, quand je dis petit, a un rêve ou une vision qui est de rendre la médecine personnalisée et digitale en neurologie une réalité. Parce qu'il y a beaucoup d'articles scientifiques, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de pharma qui en parlent. Rendre ça concret, on en parle super bien, je trouve, et tous les insights sont absolument profonds, que ce soit dans le discovery, que ce soit dans le développement clinique, que ce soit dans le parcours de soins, faire des choses qui accompagnent réellement les patients et qui montrent leur impact réel, ou créer des vrais business de thérapie digitale qui ne sont pas que du SPAC américain pour faire semblant. C'est des enjeux qui nous passionnent. Donc notre rêve, c'est de montrer que c'est possible très concrètement en étant focalisé sur une aire thérapeutique qui est la neurologie et en étant focalisé aussi sur apporter un modèle qui soit un modèle de tissu connectif entre l'interne et l'externe, qui ne soit pas un théâtre d'innovation, comme on le voit parfois aussi dans notre industrie. Donc c'est une mission dont on est fier, qui est complexe, et le rêve, c'est de s'assurer que ça puisse devenir un modèle qui se répète et qui soit copié. Quelqu'un m'a dit que le plus gros compliment qu'on puisse avoir, c'est que dans quelques années, on voit ça être copié par d'autres. Donc peut-être que le rêve, c'est d'être hyper copié et que ça fasse avancer l'écosystème pour que notre industrie joue un rôle plus positif par rapport à toutes les startups dans la salle et les autres. C'est un beau rêve, ça. Pour Octine, à moyen terme, je pense qu'il y a deux types de réponses. La première qui est scientifique, c'est qu'on va de plus en plus aller vers des nouvelles modalités de données qui ne sont pas forcément celles avec lesquelles on a travaillé par le passé. Par le passé, on se reposait beaucoup sur ce qu'on trouvait en fait dans les hôpitaux, dans le parcours de soins. Donc c'était des données cliniques, beaucoup, de plus en plus d'imagerie médicale, mais finalement assez limitée. Et d'aller vers ce qui se fait, ce qui est on va dire la frontière de l'innovation sur les modalités de données, notamment la biologie à résolution spatiale, sur laquelle on commence à travailler beaucoup. Donc ça va forcément changer un peu la façon dont on travaille avec les hôpitaux, parce qu'on va aller vers la génération de données et pas simplement l'exploitation des données existantes des hôpitaux. Ça, c'est le côté scientifique. Et puis, et vraiment très important, et là, on commence tout juste cette année, de vraiment se focaliser sur l'impact clinique de ce qu'on fait. Donc ça va être via, le plus court terme, ça va être via le lancement de nos outils diagnostiques. On les a lancés cette année, mais on a aujourd'hui des screenings de quelques dizaines de patients, et donc à partir de l'année prochaine, la logique, ça va vraiment être d'étendre l'intégration dans le parcours de soins dans pas mal de centres français et en Europe, pour vraiment que les outils d'IA qu'on a développés depuis plusieurs années commencent vraiment à changer le parcours de soins. Donc ça, c'est pour le diagnostic, mais ça va évidemment être le cas pour le développement de notre propre pipeline d'un point de vue biotech. Ça va prendre plus de temps, mais on va évoluer petit à petit sur chacune de ces étapes-là vers la découverte de cibles thérapeutiques, notamment. Ça, c'est, on va dire, moyen long terme. Ok. Et Octine, c'est combien d'ingénieurs qui y travaillent et ça représente combien de marques en pourcentage des personnes qui travaillent? Alors, j'en ai autour de 250 aujourd'hui. Je n'ai pas en tête la répartition exacte, mais ce que je peux dire, c'est que par exemple, par rapport à l'année dernière, on a quasiment doublé et beaucoup de la croissance s'est faite au profit de profils beaucoup plus sur la biologie. Avant, on avait vraiment énormément de data scientists et ça reste aujourd'hui, on va dire, la plus grande catégorie représentée chez Octine, c'est des data scientists. C'est un peu moins de la moitié, mais c'est quand même proche de la moitié. Donc, vraiment beaucoup d'ingénieurs, mais on se développe de plus en plus. On continue de recruter beaucoup de data scientists, mais de plus en plus avec cette
cette compétence, cette bicompétence avec la biologie moléculaire cellulaire. Okay. Et Yann, pour finir, bon, bah, toi, tu as plaidé. Tu rêves pour Philips, mais c'est quoi tes rêves pour l'e-santé, pour le secteur e-santé en général? Pour le secteur c'est assez large, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment au tout début, quoi, enfin, de la transformation e-santé, et on sait qu'il y en a ô combien il y en a besoin. On parlait juste de médecine préventive en introduction. Je vais juste donner un constat, tu vois. Chez Cardiologue, on a une plateforme qui permet d'utiliser les données des smartwatches pour essayer de détecter des anomalies avant qu'elles arrivent. On a construit une plateforme là, qui est en pilote aux États-Unis qui permet aux cardiologues d'onboarder leurs patients dans des programmes de monitoring à domicile avec les smartwatches. On développe aussi des biomarqueurs propriétaires, ECG, prédictifs. Enfin, on fait tout ça. La réalité, c'est qu'en France, aujourd'hui, quand on introduit notre plateforme de diagnostic Holter, tu vois, qui est quand même un vieux truc, hein, les Holter, c'est ces ECG ambulatoires qui existent depuis 30 ans. Bon, il y a un CHU, par exemple, mais ce n'est pas le seul, je ne vais pas dire lequel, où, avant l'introduction de cardiologues, ils avaient un backlog de l'ordre de 800 patients. C'est-à-dire qu'il y avait 800 patients à qui le test avait été fait, mais dont on était en attente d'interprétation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de médecin disponible pour l'interpréter. Ça correspond à peu près à un délai de 6 mois d'attente. Donc, tu vois, à l'heure du Covid, où on râle parce qu'on n'a pas en 48 heures les résultats d'un test PCR pour prendre un avion, tu vois, ou pour faire du tourisme, il faut garder en tête qu'en France, il y a des patients qui ont fait une syncope, par exemple, ou un AVC. Alors, pour ceux qui ont un AVC, sont un peu fast-trackés quand même, mais qui sont quand même des indications ô combien sérieuses et qui pourtant, alors pas à Paris, mais quand même dans la majorité du pays, doivent attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour avoir un test. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même un système qui n'est pas capable déjà d'absorber les données générées par des vieux devices, quoi. Il y a des files d'attente pour avoir un rendez-vous, des files d'attente pour se faire tester et pour avoir ces données analysées sur, on va dire, l'état legacy des données qui sont générées. Pour passer à la médecine prédictive, il va falloir générer 1, 2, 3 ordres de grandeur supérieurs de données pour pouvoir les collecter des données avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout simplement, on a un système qui n'est même pas capable encore de gérer efficacement les données de la médecine réactive. Et donc, on est encore très loin de pouvoir implémenter cette médecine préventive. Et donc, je pense que moi, tout simplement, la vision, en tout cas l'espoir, c'est qu'avec des technologies digitales, en particulier d'IA, on va très rapidement pouvoir réduire toutes ces files d'attente, tous ces backlogs, que ce soit en biologie, en imagerie, en électrophysiologie, on va dire, sur le diagnostic. Moi, c'est là que je viens, en tout cas, pour commencer. Et c'est ce qu'on a fait sur ce CHU. On a réduit le temps d'attente de 6 mois à 2 semaines. Mais il y a des CHU, il y en a plein, des hôpitaux, il y en a plein, des cliniques, il y en a plein. Donc, dans un premier temps, réduire, on va dire, éponger tout simplement tout le backlog de données qui a analysé, parce que c'est la première brique, la première pierre qui va faire qu'on va pouvoir exécuter et développer vraiment de la médecine préventive. Donc, je pense à court, moyen terme, vous avez ce principe de réalité qui est déjà, il faut qu'on résolve voilà, tout ce backlog avec la technologie digitale qui est l'outil par excellence pour le faire. Et à plus long terme, ce sera le launchpad pour implémenter, pour vraiment amener le pays et les marchés vers la médecine préventive. Très intéressant, merci. Donc, alors, bon, j'espère qu'il y a quand même quelques questions dans la salle. Oui, bonjour. Je peux c'est un peu concentré. Moi, j'avais une question pour Franck et Yann. On a pas mal parlé de la différence entre le marché américain et le marché français. Pourquoi le marché américain était très intéressant pour les startups? Il y a une question de taille des marchés évidente, c'est un marché intégré. Il y a une question que les Américains, en général, sont plus prêts à payer pour la santé que les Français. C'est plutôt pour les consommateurs, mais je pense que c'est aussi vrai pour les établissements de santé qui ont beaucoup de budget. Mais il y a une raison plus fondamentale que tu as évoquée, notamment par cette anecdote sur les DSI, c'est que les mentalités en France sont beaucoup moins avancées sur le digital, et qu'il y a pas mal de freins, à la fois au niveau des médecins et au niveau des DSI qui sont vieillissants. Je crois que tu expliquais que là, vous étiez
commenciez un peu à avoir passé ce secret sur le marché français et que tu partais sur l'ordre de l'Allemagne. Qu'est-ce qui aujourd'hui, c'est quoi selon toi aujourd'hui ce secret pour arriver à percer dans les établissements de santé, notamment quand tu as un peu un peu réfractaire de la part des médecins, parce que tu disais s'il n'y a pas d'usage quotidien, vous freiner. Et Yann, est-ce que tu as effectivement remarqué que aux États-Unis ça allait beaucoup plus vite? On sait que c'est le cas dans d'autres technologies, mais est-ce que c'est aussi la même chose dans la santé parce que les médecins aussi, les gens qui sont dans le soin au quotidien sont beaucoup plus tech savvy, je peux dire ça. Et est-ce que du coup, il y a des choses qu'on peut quand même répliquer sur le marché français en termes d'acquisition de développement commercial? Moi, je vais répondre sur la partie française. Pour moi, en fait, pour avoir de l'attraction en France, il faut être extrêmement concret. C'est-à-dire qu'il faut avoir un produit avec une valeur immédiate. En général, la valeur, c'est le gain de l'argent. Enfin, si j'améliore la qualité des soins, etc., les services rendus, etc., bon, c'est bien. Si je gagne de l'argent, c'est mieux. Non, mais il faut que ce soit. Voilà. Si tu vends une vision, tu vas nulle part. Si tu vends une réponse à un problème immédiat qu'ils ont tous les jours, là, tu as plus de chances que ça marche. Bah, alors, je pense à la question, tu vois, sur les tech savvy ou early adopters. Ouais, l'opinion que j'ai, c'est que, tu vois, on dit souvent que les médecins sont conservateurs ou plus conservateurs que la moyenne. Moi, je pense que c'est pas vrai. Moi, j'ai vraiment observé la même distribution de geeks à laggards, comme on dit, chez les médecins que dans la population générale. J'ai pas vu une différence. Par contre, à partir du moment où tu fais un business clinique, ben, ton utilisateur, il a fait 10 ans d'études et il fait un métier ô combien important. Et donc, juste, ils ont un bullshit filter, quoi, qui est beaucoup plus élevé que la population générale, même chez les early adopters. Et je pense c'est plutôt, moi, par ce prisme-là que je vois, en tout cas, l'adoption de l'innovation. Des early adopters, des geeks chez les médecins, moi, j'en ai vu plein. J'en ai vu en France, j'en ai vu aux États-Unis. À ce titre-là, j'ai pas vu une grosse différence, en tout cas, sur on va dire, willingness to adopt, ou à essayer une technologie à partir du moment où cette technologie ne met pas en danger évidemment les patients et répond à une problématique crédible, qu'elle soit de workflow ou de plus-value clinique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, et donc là, j'ai pas vu une énorme différence, en tout cas chez les individus, quoi, dans la santé, que ce soit en France, aux États-Unis. Par contre, dans la capacité à mettre en œuvre, que ce soit l'usage ou que ce soit la monétisation, oui, c'est plus simple aux États-Unis qu'en France parce qu'il y a une digitalisation, on va dire native, en tout cas beaucoup plus avancée de tout le parc, qui est, on va dire, moins obsolète que ce qu'on peut voir en France, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a beaucoup plus d'argent dans le système, donc il y a plus de place tout simplement pour mettre en place des modèles économiques qui sont viables pour nous comme pour les clients en fait. Il y a plus d'espace, on va dire. C'est ce qui facilite, on va dire. Donc je pense que dans l'intention, j'ai pas vu une énorme différence. Et d'ailleurs, ça peut être un peu un piège parce que tu peux générer beaucoup d'excitation en France et te retrouver un peu dans un bourbier de mise en œuvre. Là où aux États-Unis, tu vas générer la même excitation. Mais par contre, la mise en œuvre et la validation de cette traction va être plus simple à démontrer et dans l'usage et dans la preuve économique. Modulo le passage de la barrière réglementaire, qui est quand même un peu plus hardos aux États-Unis avec la FDA qu'en Europe. Mais avec le MDR, c'est quand même en train de s'équilibrer. Donc, encore un argument, je dirais, pour les États-Unis. Je peux me permettre juste pour avoir vécu les deux côtés, je pense qu'il ne faut pas voir les États-Unis comme une grosse France, surtout pas. La complexité du système de santé des acteurs et des stakeholders est beaucoup plus grande, mais au-delà de ça, elle crée plus d'opportunités pour les startups pour plusieurs raisons. Un, c'est que les enjeux économiques sont administrés de façon presque comme un réseau, donc ce qu'on appelle les Integrated Delivery Network ou les Accountable Care Organization, les Cleveland Clinic, les Kaiser, etc. Il y a des administrateurs qui ont des enjeux d'efficience et d'efficacité du soin et qui imposent aux cliniciens d'adopter des technologies, qui imposent aux cliniciens. Les cliniciens sont employés dans ces systèmes. Un peu comme l'Allemagne n'est pas très loin de ça pour une partie de son système de soins aussi. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir un deal avec Kaiser quand on est un cardiologue
qui est très différent d'un deal avec un CHU où il y a le DSI qui pousse ses vieilles machines derrière la scène, parce que c'est des gens qui pensent au modèle économique et l'État a des incentives sur ce qui s'appelle les mesures de qualité, PQRS Measure et 5-star rating. Et ensuite, c'est un modèle consumériste où les hôpitaux attirent les clients, enfin, les patients, pour reprendre ce qui a été connu, vis-à-vis de leurs mesures de qualité. Et donc, toutes ces poches de business sont très significatives et peuvent créer de l'ARR assez rapidement par ces enjeux-là. CVS, où il y a des intégrations verticales aussi, type, il y a du delivery de soins qui se fait dans beaucoup d'endroits. Donc, vos opportunités sont à la fois plus grandes, mais aussi beaucoup plus nombreuses par rapport aux enjeux d'un système qui, ici, est assez monolithique, au final. Par contre, pour toute personne qui va aux US en pensant que l'infrastructure est super et que les médecins sont hyper adoptants, ça c'est pas vrai. Allez travailler avec Cerner et Epic et on en reparle. C'est pas parce que c'est centralisé que c'est plus simple. Au contraire, là-bas, les ERP médicaux sont des cauchemars d'intégration aussi, d'une autre façon, pour être dans leur roadmap produit. Bon courage. Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités smart de se focaliser sur une niche, de créer un business et de le développer là-bas. Et c'est vrai que l'argent qui va dans le système de santé, il y a un facteur 10 presque dans toute la tarification à l'acte, globalement. Donc, c'est vrai aussi pour toutes les startups qui apportent des technos qui aident au remote patient monitoring, au diagnostic, etc. Enfin, ça n'est que mon point de vue. Mais... Bonjour à tous. Donc, Hugo Dick de Navis Technologies, un capteur d'électrons chez Malva. Très rapidement, j'aime bien déjà merci Alain pour ce panel qui est exceptionnel pour la santé en France. Et ma question est la suivante. Je reviens un peu sur la question de un peu moutonnier. Comment en fait vous avez choisi votre premier cas d'usage, là où qu'est-ce qu'il faut, quels sont les critères à rentrer, vous avez choisi votre premier des démonstrateurs, des papiers. Comment on fait l'arbitrage, un petit pool de patients avec peu de valeur économique. Par contre, ça peut aller vite, je crée une KOL. Et un sujet qui est beaucoup plus compliqué, plus dur techniquement à réaliser, qui touche plus de monde et qui a un marché réel d'effet sur ce l'hôpital. Et par exemple, pour Yann, voilà, je parlais d'un tout à l'heure. Comment tu as fait le pivot? Pourquoi tu as décidé à un moment de changer et d'aller sur de l'anglais? Vas-y, Yann. Je commence. Alors, bon, il y a plein de questions, mais je pense qu'il y a un truc que tout à l'heure, Martin a dit qui était bien. Enfin, t'as dit plein de trucs bien, mais il y a un truc en particulier qui, pour moi, a résonné. J'ai adoré. Je vais le reprendre. Il y a une chose en particulier que tu as dite, c'est que c'est quand tu as parlé du business model des plateformes digitales en disant que finalement, ça reste des modèles qu'on a déjà vus sur de la plateforme, qu'elle soit biologique ou sur un autre type de modalité. Et je pense que c'est vrai. Moi, je l'ai constaté aussi à la fin. Il y a plein de risques dans le fait de mettre sur le marché une innovation, voilà, que ce soit de l'IA médicale, etc. À la fin, on n'a pas. Enfin, j'ai vu peu de boîtes, j'en ai pas vu en fait, de boîtes aujourd'hui qui ont marché et qui ont en plus vraiment innové ou inventé un modèle d'affaires complètement différent, quoi. C'est-à-dire que les boîtes, je trouve, ont eu plutôt tendance à verticaliser leur proposition de valeur pour rentrer dans un budget, quoi, tout simplement, ou dans un modèle d'affaires assez standard. Nous, c'était du workflow, en fait, sur l'IA et le diagnostic. Quand on a commencé l'exploration de cardiologues, on a regardé plein de cas d'usage, la médecine d'urgence, sur le CG, la pharma, on a regardé, hein, il y a plein de CG qui sont faits dans les études cliniques, notamment, surtout la safety. On a regardé justement l'automatisation du diagnostic d'arythmie cardiaque, on l'a regardé en France, aux US, et le processus, c'était toujours un peu le même. Il y avait d'un côté une exploration un peu organique de l'entrepreneur où tu rencontres des clients, tu essaies de faire des pilotes dans la limite de ce que tu as le droit de faire d'un point de vue réglementaire. Une fois que tu as identifié une opportunité ou un cas d'usage, tu essaies de trianguler quand même un ordre de grandeur du marché et est-ce que ça peut scaler ou pas, quoi. En tout cas sur le papier. C'est un peu ça la démarche. Nous, tu vois, dans le cas au début,
assez vite, on a compris qu'il y avait deux propositions de valeur sur Cardiologue, en tout cas dans l'IA diagnostic. Il y avait une proposition de valeur de performance clinique, de précision, en fait, permettre aux médecins de faire un meilleur diagnostic. Et il y avait une proposition de valeur d'efficiency, de workflow, permettre aux médecins d'être plus rapides. Et au début, donc le cas de l'infarctus, on est typiquement dans le premier cas. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que dans des business models, dans des business de performance clinique, de diagnostic, en fait, je dirais pas que tout le monde s'en fout de ta performance clinique, mais un peu. Ce qui compte, c'est de le dérouler jusqu'à l'outcome, en fait. C'est qu'est-ce qui va se passer pour le patient en bout de chaîne. Et nous, dans ce cas d'usage particulier, malheureusement, on avait vachement de mal à construire un modèle où on pourrait, comment dire, justifier de la valeur de cardiologues, enfin, je veux dire, comment dire, définir la valeur vraiment imputable à cardiologue. C'est des événements trop rares, en fait, pour qu'on puisse construire un modèle autour de ce cas d'usage. Par contre, sur le workflow et sur l'efficiency, donc on a décidé de pivoter en disant, plutôt que d'avoir une proposition de valeur qui est un peu d'amélioration clinique sans qu'on puisse le prouver de manière vraiment spectaculaire et un peu d'amélioration du workflow sans que ce soit non plus une révolution, on va aller sur un cas d'usage un peu différent, sur un marché un peu adjacent. On ne va pas revendiquer une supériorité clinique. On est cardiologue jusqu'à présent, on ne revendique que de la non-infériorité clinique dans le diagnostic. On ne s'est pas embêté à le faire. On pourrait le faire, hein. On a des données, mais on s'est dit qu'il n'y en a pas besoin. Par contre, on revendique une supériorité spectaculaire en termes de workflow. On permet à nos clients sur ce segment d'être entre 5 et 6 fois plus rapides dans le diagnostic. C'est-à-dire qu'au lieu de passer une demi-heure à faire le cas et à lire tout l'examen, donc c'est des ECG qui durent entre 24 heures et 30 jours, des analyses qui aux États-Unis duraient entre 20 minutes et 1 heure et demie, on leur permettait de le faire et on leur permet de le faire entre 5 et 15 minutes. Et donc, en fait, il y a une proposition de valeur d'efficiency relative, 5 à 6x, et absolue. C'est-à-dire que, si tu fais gagner, si un acte prend 3 minutes et que tu permets de le faire en 45 secondes, c'est moins, même si relativement, c'est spectaculaire, dans l'absolu, ce sera peut-être pas si visible. Nous, c'était et relativement et dans l'absolu quelque chose de très tangible. Et donc, on a décidé d'aller à fond sur cette proposition de valeur de productivité, hein, tout simplement. Et ça a bien marché. Et donc, la leçon, en tout cas, que moi j'en tire, c'est que voilà, dans l'IA diagnostic, nous, on a vu vraiment ces deux axes de valeur. Plus-value clinique, il y a des sociétés comme Viz.ai, par exemple, sur le stroke, qui ont été all-in dans ce chemin-là, qui est un chemin purement medtech jusqu'au bout, où tu déroules jusqu'à l'étude d'outcome et jusqu'à l'obtention de ton remboursement par les payeurs. Et il y a des boîtes comme Cardiologues qui ont décidé d'aller all-in sur la productivité, où du coup, tu ne vas pas chercher de nouveaux remboursements parce que tu ne justifies pas d'une plus-value clinique. Par contre, tu extrais plus de profit tout simplement d'un acte existant et tu te fais rémunérer sur ce delta. On est un enterprise software de productivité qui se trouve être un dispositif médical de classe 2, quoi. Sur les hearables, si je peux ajouter un mot, et tout ce qui est dry EEG monitoring, etc., je pense que tu ne couperas pas à une première phase qui est du cross-sectionnel deep taille pour montrer corrélation avec des ground truth device établis. Ça, c'est évident sur la partie pure tech. Et ce que Yann décrit très bien, je trouve, c'est qu'après, tout dépend du use case, quoi. Tout dépend du use case. Et sur tout ce qui est EEG en suivi ambulatoire continu, le use case clinique est assez limité aujourd'hui. Après, il y a un use case consumer et il y a potentiellement beaucoup de, vous savez mieux que moi, mais il y a beaucoup d'enjeux sur le suivi du brain health au sens large et tout ce qui est hearable ou un potentiel énorme aussi pour tout ce qui est posture aussi et une possibilité d'être beaucoup plus intéressant que les response sensors par rapport à ça. Par contre, je trouve que les startups de tech type wearable qui ne passent pas assez de temps à faire du cross-sectionnel et à publier dans du peer review ne sont pas crédibles. Enfin, c'est mon point de vue personnel, hein, mais donc je pense que ça c'est une étape obligatoire, c'est petite taille, cross-sectionnel, peer review, publication. Si tu fais une tech, pour moi, il n'y a pas le choix de passer par là. Après, les grosses études, si tu n'as pas un use case défini, je pense que c'est de la perte d'argent. Et avoir une stratégie qui aide à financer ces études de développement un peu plus longues, ça me paraît essentiel aussi, parce que pour les faire bien, ça coûte des millions. Et du coup, pour ce trade-off du timing, l'engagement des KOL est hyper important. Et pour le côté Newtonise, il faut choisir absolument aller vers
les KOL qui sont les plus motivés et avec qui il faut travailler le plus rapidement. Le chef des moutons. Oui, et quand même un caveat, c'est que bon, les KOL, souvent, enfin, la plupart du temps, viennent du milieu académique, ils ont aussi un biais dans leur intérêt. Il faut travailler avec eux, mais aussi apprendre à voilà, pas non plus trop se laisser embarquer par leur intérêt académique, qui peut être aussi parfois un peu décorrélé de la réalité de ce qui va faire ton business, quoi. Oui, il faut les avoir, quoi, mais pas n'importe quel. Bonjour, Antoine Conégaro, je suis CEO dans une startup. En fait, vous entendre, vous avez tous le même discours, c'est-à-dire qu'en santé, bah, c'est long, déjà, pour rentrer ces choses. Et donc, il faut valider une preuve de concept un certain temps avant de pouvoir être valide et même publié, pour les publications. Et donc, ma question, c'est tout ce temps-là. Nous, on est dans la 3e année. Vous entendre, c'est à peu près la moitié du parcours, en gros. Et comment vous survivez tout ce temps-là? Parce que tant qu'on n'a pas de produit concept, les investisseurs, c'est compliqué. Et comment vous tenez 4, 5, 6 ans, etc. La question c'était comment on tient au début sans faire revenu. Il n'y a pas de solution magique en fait. Hein, c'est un mix entre. Faut que tu arrives à démontrer quand même une forme de progression. Faut que tu arrives à démontrer des milestones et surtout un plan sur l'avenir, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire si on te donne aujourd'hui 100 000, 1 million, 2 millions, qu'est-ce que tu vas en faire et voilà, c'est la projection sur ce que tu vas, sur l'avenir et qui est backé par ce que tu as fait dans le passé. Ce qui prend du temps, c'est d'arriver à l'impact clinique. Mais les preuves de concept, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Et ce qu'il faut démontrer, c'est justement les jalons de l'un à l'autre. Et maintenant, si c'est dans le cadre de l'e-santé, l'IA, etc., il y a eu suffisamment de transformations, je pense, dans les 10 années passées pour que dans l'écosystème, les startups puissent, entre guillemets, se rapprocher avec quel usage, d'autres succès par le passé, pour que ça aille quand même un petit peu plus vite. Justement, ces preuves de concept et ces jalons. Donc, vous êtes par investisseurs, en fait, dans votre expérience, et par des investisseurs. Oui, si tu as besoin de millions d'euros pour survivre 4 ans sans revenus, soit tu as de la famille très riche, soit il faut aller voir des investisseurs. Il y a un moment, non, mais il n'y a pas le choix. Après, il y a un modèle que j'ai vu de société qui essaie de vendre, qui font un peu de prestations de conseil quoi, pour générer un peu de cash flow, mais c'est quand même compliqué hein, comme modèle. C'est difficile à scaler et souvent tu te retrouves pas mal happé quoi, dans ce modèle de conseil. La réalité, c'est qu'aller se confronter au marché, aux investisseurs, quand on fait un projet médical qui nécessite des millions d'investissements avant d'aller sur le marché, c'est incontournable hein, dans la plupart des cas. Et là-dessus, moi, j'ai juste un truc à rajouter. Il y a pas mal de boîtes dans l'IA, diagnostic, qui viennent nous voir et qui nous demandent, vous, c'était quoi les milestones qui vous ont permis de lever 1 million, 5 millions, 15 millions, etc. Et souvent, je l'ai dit, mais je donne quand même une réserve, c'est que le marché, il a changé. C'est pas juste parce qu'il s'est écroulé, c'est pas une chose. La deuxième chose, c'est que nous, c'était maintenant, il y a presque 10 ans, quoi. Ça ne nous rajeunit pas, mais les attentes des investisseurs vis-à-vis d'un projet qui fait de l'IA diagnostic, elles ont aussi changé. Nous, par exemple, la grosse question en 2015, c'était le réglementaire. Personne n'avait eu le marquage CE ou la FDA. Donc, toutes les interrogations étaient liées vis-à-vis de ça. Et curieusement, il n'y avait pas au début trop d'interrogations sur le marché parce que tout le monde s'attendait à ce que la première boîte qui est la FDA sur de l'IA devienne nécessairement un truc énorme. Bon, en fait, 10 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que le réglementaire, c'était pas si dur et qu'il y a eu finalement beaucoup de boîtes se sont retrouvées un peu coincées sur des niches qui n'étaient pas si grosses que ça. Donc en fait, aujourd'hui, si tu vas lever de l'argent avec un VC qui connaît un peu la catégorie, il va être beaucoup moins stressé vis-à-vis du réglementaire. Il va faire en sorte que ce soit pas bloquant. Par contre, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un challenge et des attentes très élevées sur la validation du potentiel de marché. Pour lever la même quantité d'argent au même stade pour un projet similaire en 2015 et en 2022. Très pertinent. Autre question? Vous avez une question? Je voulais juste revenir sur l'adoption, parce qu'effectivement, il y a de super solutions qu'on a entendues, etc. Mais globalement, sur l'adoption, ce qui est compliqué aussi, c'est d'appréhender
le comportement des sites, que ce soit des cliniciens, qui soient hospitaliers, libéraux, etc. Yann, il est super modeste, mais globalement, tout ce qu'on entend aujourd'hui sur behavior economics, etc., c'est quelque chose qu'il faut intégrer, à mon avis, assez tôt, parce que fondamentalement, lorsque ça repose sur une facilité ou sur l'analyse fine de comment faire évoluer les comportements, on voit bien qu'en France, c'est peut-être un petit peu plus long, plus réglementé, plus compliqué, mais globalement, l'analyse des comportements et comment les bouger de comportement avec tout ce qu'on entend behavior economics, pour ceux qui savent à peu près à quoi ça correspond, c'est à intégrer assez tôt, juste après la preuve de concept, parce que la preuve de concept, voilà, on a entendu parler de super solutions, mais derrière, pour qu'elles soient adoptées, il faut forcément que ça rentre dans l'usage et dans ce qui va améliorer au quotidien, comme l'a très bien dit Yann. Voilà, on passe de 40 minutes, 50 minutes à 5 minutes d'analyse. C'est évident que le comportement d'un cardio va aller vers ça. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'il l'identifie, qu'il l'intègre? Voilà, ça c'est le travail le petit switch que peut amener le behavior economics lorsque c'est fait correctement. Voilà, juste ça. Merci. Oui. Oui, bonjour. Sophie Tron, j'ai développé une solution pour les centres médicalisés, notamment les EHPAD, pour rendre service aux unités Alzheimer, donc sécurité. Et là, je suis en train de développer un module de prévention. Et je suis confrontée, donc après mon POC, qui est en cours, à la réglementation. Donc on a un peu évoqué, et notamment sur les dispositifs médicaux en France, qui est en train de se cristalliser, de se resserrer, alors qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus légers sur cette réglementation. Et je voulais savoir si ça ne va pas apporter un coup de frein sur ces dispositifs, puisque ça pénalise ceux qui ont déjà des dispositifs, puisqu'ils sont obligés de réviser le réglementaire, donc ils sont obligés de retirer leur dispositif, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus ouvert. Est-ce qu'on va voir une tendance de start-up qui vont aller se développer plus facilement, enfin bon, avec d'autres contraintes, sur les marchés américains, ou bien est-ce qu'il va y avoir, ça va un peu plus évoluer dans la souplesse? Voilà, donc là, c'était une question. Vous n'avez pas de dispositifs médicaux, mais pour collecter ces données, il en faut quand même. Ainsi, on a des dispositifs médicaux et on s'est dépêché de les lancer cette année, justement par rapport à cette deadline sur l'autocertification pour le marqué HCE. Et c'est sûr que les prochains outils qu'on lancera vont prendre plus de temps. Je ne suis pas du tout un expert de régulatoire, mais j'espère que c'est un bottleneck en fait, qui va se résoudre progressivement à moyen terme, peut-être pas à court terme. Voilà, ça va prendre plus de temps. Après, je pense pour les États-Unis, ça dépend aussi du type de dispositif médical et je ne connais vraiment pas suffisamment Yann, peut-être qu'il y a quelque chose là. Ça dépend si on parle d'un connecteur, ce qu'on appelle un MDDS aux États-Unis, qui a juste vocation à stocker, transférer, afficher de la donnée issue d'un dispositif médical, ou un dispositif médical donc, qui a vocation à être utilisé pour prendre, en gros, tout simplement pour supporter une décision clinique. Donc aux États-Unis, effectivement, ils font la différence. Donc les MDDS ne sont pas, par exemple, les EHR, voilà, à la base, ça a été fait pour les EHR parce qu'il y a 10 ans, bon, il faut s'en souvenir, mais les EHR étaient considérés comme des dispositifs de classe 3 aux États-Unis, ce qui était quand même un peu la folie, quoi. Mais donc aux États-Unis, voilà, ça fait 10-15 ans maintenant que c'est relativement balisé, que les sociétés, par exemple, comme Cardiologs ou qui font même un dispositif médical en cloud, en fait, on a des features qui sont MDDS et des features qui sont classe 2. Donc, en fait, la façon dont le produit est organisé, il y a une architecture du produit avec des features sur lesquelles on peut évoluer et qu'on documente comme MDDS sans repasser par la FDA. Et on a des features qui sont classe 2 et sur lesquelles, effectivement, des modifications significatives nécessitent de repasser par la FDA. Ça fait partie du processus de développement. En Europe, honnêtement, jusqu'au MDR, c'était beaucoup plus facile. Enfin, le niveau de documentation qu'il y avait sur la plateforme Cardiologs, on va dire, il n'y avait pas cette distinction MDDS, Medical Device en Europe, mais la barre sur la partie Medical Device était quand même moins lourde que sur la FDA. Maintenant, effectivement, avec le MDR, c'est en train d'être
peut-être un peu plus difficile. Et effectivement, à ma connaissance, vu que la partie dispositif médical devient plus lourde en Europe et qu'il n'y a pas cette distinction MDDS-DM, enfin pas à ma connaissance, je ne sais pas exactement comment ça va se goupiller. On va dire pour les sociétés comme nous qui sommes avoir un produit sur le marché depuis longtemps, en fait, il y a un certain confort dans le sens où on peut justifier de l'usage empirique et historique de notre solution pour documenter notre analyse de risque. Pour des nouveaux entrants, honnêtement, je ne connais pas bien. Enfin, mais après, bon, les consultants réglementaires devraient savoir baliser ça. Vous avez une question? Moi, je me pose la question. Comment, en fait, les ingénieurs géniaux ont des belles idées. Vous allez en fait rentrer dans le business. Est-ce que finalement c'est quelque chose qui va venir de vous, vous transformer aussi en businessman entre guillemets, ou alors est-ce que vous faites appel à des compétences externes et comment? Enfin, comment il y a cette rencontre entre la belle idée et puis ça devient un business sur les personnes? Moi, j'ai l'impression que quand tu crées des startups, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut tout faire. Et du coup, je ne suis pas la réponse, mais il faut essayer de s'entourer de personnes qui ont les compétences que nous, on n'a pas. Personne ne sait tout faire. Et donc, il faut avoir conscience de ses faiblesses, entre guillemets, ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on ne sait pas faire, et essayer de construire une équipe pluridisciplinaire avec, en espérant que le cocktail de tout ça va faire quelque chose d'intéressant. C'est jamais un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, exactement. Je sais pas si ma réponse est très pertinente parce que je ne suis pas fondateur moi-même, mais ce que j'observe, c'est que il y a des entrepreneurs qui sont entre guillemets par défaut, qui ont une telle passion, une telle obsession du problème, qui en fait pas forcément se développent en tant qu'entrepreneur. En observant les fondateurs d'Okin, il y a un médecin et il y a un professeur. C'est pas des gens qui ont créé des boîtes avant. Par exemple, Thomas a sa carrière de chercheur, de méthodologue, et j'ai très académique sur la recherche en machine learning. Je ne sais pas s'ils se levaient tous les matins pendant leur début de carrière et se disaient il faut que je monte une boîte. Mais leur rencontre, c'est pour ça qu'il y a eu cette phase de maturation avant qu'ils montent cette boîte. C'est que ceux-là qui vont se lancer là-dedans. Et ils l'ont fait, et la force est de constater qu'ils sont toujours chez Okin, Thomas CEO, et la force est de constater qu'ils ont beaucoup changé et qu'aujourd'hui ils ont ces entrepreneurs. On observe. Le temps passe, on finit avec Yann si tu veux réagir par rapport à cette question, puis après, parce que le temps passe, il est 10h30 et vous avez beaucoup de choses à faire. Yann, tu veux réagir sur cette côté, toi, tu es né businessman en faisant Polytechnique, tu t'es dit je vais être businessman. Non, moi, si tu veux, je suis un matheux à la base. Moi, je suis rentré à l'IX, et en l'occurrence vraiment sur les maths, pas sur les autres matières. Et si tu veux, je pense que ce qui se passe, c'est que il y a un moment, il y a une rencontre entre les fondateurs et le projet. Et en fait, le problème, c'est que c'est vachement dur de prédire où le projet va aller, surtout quand on commence et qu'on ne connaît pas bien ni le secteur, enfin voilà, ou quand on est junior. Donc, la réalité, c'est qu'on découvre un peu au fur et à mesure et on grandit avec le projet. Donc, je pense qu'il n'y a pas un profil type, quoi. Ça dépend du projet. Si tu fais une biotech où c'est essentiellement effectivement du développement scientifique et ce qui va faire que ta société va valoir des milliards, potentiellement, c'est de jamais commercialiser, mais c'est de mettre en place des études cliniques de validation et de développement scientifique. Tu n'as pas forcément besoin d'être un vendeur né pour faire une société qui vaut des centaines de millions de dollars ou des milliards. Bon, il y a quand même un moment, il va falloir faire des deals, il va falloir lever des fonds, mais tu peux aussi plus ou moins décider de te faire accompagner. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un modèle générique de l'entrepreneur dans l'absolu, quoi. Mais on va dire que la capacité de l'entrepreneur de développer le projet jusqu'à un certain point, ça va être est-ce que cet entrepreneur ou est-ce que tes qualités résonnent toujours avec les besoins du projet étape par étape. Et puis quand même souvent, alors dans les projets médicaux en particulier, après le stade série A, série B, 5, 6, 7 ans dans le projet, c'est quand même assez commun aussi que les fondateurs laissent la main à une équipe de management professionnelle, mais parce que soit ils sont fatigués déjà, ça peut être une bonne explication, mais aussi tout simplement, il y a un moment, ce qui est nécessaire pour le développement du projet ne correspond plus à leurs aspirations. Donc, je pense il n'y a pas de réponse dans l'absolu, ni dans l'espace, on va dire, ni dans le temps, quoi. C'est à chaque étape du projet,
l'entrepreneur qui sont en situation de succès, d'échec personnel et ou du projet définit est-ce que c'est la bonne personne pour la prochaine étape, quoi. Ok, on doit malheureusement, c'était passionnant, s'arrêter là. On remercie Martin qui est parti écouter la bonne parole de César Barreur. On te remercie Yann d'avoir accepté de participer à distance. On dit salut, Hubert. On remercie d'avoir remplacé Thomas. Salut. On n'a pas perdu le sens. Et puis Franck, un grand merci pour ton partage d'expérience. Merci à tous d'être venus.